Ça n'est pas une arme qui fonctionne avec des cartouches, mais c'est une arme qui fonctionne avec des balles. Je m'appelle Stéphane Muller, je suis garde-chasse de la CCA d'Ayas, une commune du sud Gironde. J'ai mandat de la CCA pour faire respecter la réglementation, la législation liée à la chasse sur le territoire de la chasse de cette CCA. Je suis également garde des chemins forestiers, donc pour relever les infractions liées essentiellement aux chiens errants et aux dépôts d'ordures sauvages. Et prochainement, je serai également garde des voiries communales. Donc vous souhaitiez qu'on aborde rapidement le sujet des anti-chasses, des véganes et autres anti-tout. Alors, d'une manière générale d'abord, on est dans une société extrêmement particulière où il est de bon ton, j'allais presque dire politiquement correct, d'être anti quelque chose. Malheureusement, on n'a pas atteint encore la maturité de cet anti quelque chose puisqu'on n'est pas anti-con. Mais il va falloir qu'on y arrive parce qu'à force d'être anti quelque chose, on finit par déliter complètement tous les tissus sociaux, amicaux, traditionnels, je ne dis pas traditionnalistes, mais traditionnels, qui constituent l'harmonie de vie d'un groupe donné. Alors c'est dramatique parce qu'on n'a plus le droit d'exprimer quelque idée qui ne serait pas conforme à l'anti quelque chose. Les véganes, ils sont anti-viande, ils sont très souvent spécifiques en plus, en oubliant complètement qui est derrière ces mouvements, parce qu'ils n'ont pas la culture de la curiosité, alors que le chasseur, lui, d'une manière extrêmement triviale, est très curieux, et très curieux de la nature en particulier, dont on dépend étroitement. Les anti-chasses, c'est allô maman bobo, le bébé oiseau il a mal. Donc bientôt on va être obligé de tricoter des petits chandails pour les moineaux dehors quand il fait froid. On va être obligé d'inventer des clapiers artificiels pour les lapins sauvages pour qu'ils puissent venir se réchauffer au coin d'un petit feu l'hiver parce que les bébêtes elles ont froid. Donc on atteint les sommets de la connerie humaine qui est véritablement dramatique. La nature elle est dure, la nature il y a la naissance, la vie, la mort, il y a la prédation et il y a l'activité humaine là-dedans quelque part, qu'on soit vegan ou qu'on soit viandard. Qu'on veuille bouffer du porc, du bœuf, du mouton ou des carottes sauvages, si la prédominance de la faune sauvage est trop importante sur notre écosystème, l'homme ne pourra pas subvenir aux besoins essentiels pour se nourrir. Donc cette régulation, et je dis bien cette régulation, hein, on est toujours dans le fameux équilibre agro-sylvo-cynégétique, elle est très importante. Et le chasseur s'inscrit dans cette cohérence de réguler la population d'animaux sauvages et il n'est pas libre de faire tout et n'importe quoi. Les anti-tout, c'est également les anti-chasse qui prennent cette liberté d'occuper un territoire qui appartient à... Eh bien, le territoire, il appartient au propriétaire de ce territoire. Et quand on est un promeneur du dimanche, du lundi ou du mercredi, on est un, comment dirais-je, on est quelque part un délinquant qui viole une propriété privée. Le terrain, la forêt, ça appartient à un propriétaire foncier qui en plus a donné mandat à une association de chasseurs, à un chasseur individuel ou à un groupement d'associations de chasseurs ou une ACCA de venir sur son territoire pour chasser moyennant rétribution. Donc il a payé, le chasseur a payé à ce propriétaire foncier un droit d'utiliser son terrain, ce que ne fait pas le promeneur. Quand ce même anti-chasse vocifère mais qu'à la saison de la reproduction des animaux sauvages va promener toutou et médor en liberté dans un bois, dans une forêt domaniale ou privée, il est contrevenant doublement, puisque c'est interdit de laisser divaguer un chien au moment de la reproduction de la faune sauvage. Par exemple, 1er avril, 30 juin.
et nombre de gens que l'on prend comme ça en faute. Le territoire national, très peu, pour ainsi dire, epsilon, appartient à personne. Il y a toujours un propriétaire foncier derrière une zone boisée ou une zone de prairie. Donc on n'a théoriquement pas le droit d'aller s'y promener sans en avoir l'autorisation préalable du propriétaire foncier. Donc les antichasses, déjà, feraient bien de savoir et de connaître cette réglementation qui les concerne aussi, en tant que citoyens, de respecter le droit. Le braconnage, bien que ce soit une activité ancestrale qui était pratiquée par des manants, des pauvres gens qui n'avaient pas d'activité professionnelle, mais qui avaient besoin de manger, donc ils allaient illégalement prélever du gibier ne leur appartenant pas sur un territoire qui n'était pas le leur. C'est ça le braconnage. Aujourd'hui, c'est fortement réglementé, pour une raison toute simple, c'est que le chasseur n'est pas là pour chasser tout le gibier, il est là pour répondre à une régulation, donc les prélèvements sont comptabilisés, et s'il y a des prélèvements qui se font de manière anarchique, forcément le résultat du prélèvement est pipé par rapport à la réalité des comptages qui sont faits avant chaque saison de chasse, et donc ça peut permettre de mettre en danger un plan de chasse justement, toujours dans cet esprit d'équilibre de la pression du gibier sauvage sur l'activité humaine. Donc le braconnage est très fortement réprimandé aujourd'hui et il est fortement surveillé par les gardes-chasse. Aujourd'hui, celui qui braconne, c'est quelqu'un qui est un délinquant, ni plus ni moins, qui a l'esprit d'être délinquant, qui n'a pas envie de se soumettre à l'éthique et à l'esprit de la chasse d'aujourd'hui, la chasse moderne, qui est d'abord de respecter le gibier, ensuite de respecter l'équilibre agro-sylvo-synergétique, toujours terme compliqué, mais la pression du gibier sauvage sur l'activité humaine. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas la nature et qui ne respecte pas la nature, même s'il la connaît très très bien et qu'il en connaît toutes les ficelles. Et c'est pas toujours évident de pister un braconnier aujourd'hui. Alors pour parler du garde-chasse en particulier, il faut savoir que c'est une fonction qui remonte probablement à l'époque de Clovis et de la féodalité, puisque les seigneurs avaient des territoires sur lesquels il fallait des viguiers et puis après des prévôts pour faire régner l'ordre et le respect de cette propriété-là. Alors en évoluant jusqu'au XVIIe siècle, il y a eu des modifications, le prévôt a changé un petit peu de raison d'être, est devenu plus spécifique au niveau du territoire de chasse, puisque le propriétaire de son territoire ne voulait pas voir d'autres personnes prélever à l'époque son gibier, puisque si aujourd'hui le gibier n'appartient à personne, à l'époque il appartenait au propriétaire du foncier, et donc il était là, le garde, pour faire respecter ce droit de propriété et donc ce droit de gibier. Et cette fonction s'est vue confortée en 1797, donc juste au lendemain de la Révolution, où le garde était à la fois ce que les gens pensaient être le garde champêtre, le garde de la campagne, un petit peu homme à tout garder dans un environnement rural, ce qu'il a perdu aujourd'hui, puisque le garde champêtre a une fonction bien particulière, dépend de la fonction territoriale, etc. Il n'a rien à voir avec les gardes particuliers, qui sont de l'ordre de 60 000 en France actuellement, que l'on peut très bien avoir en tant que garde particulier au niveau d'un immeuble, par exemple, pour garder une copropriété, une propriété, personnel assermenté, qui peut dresser procès-verbal, on en parlera tout à l'heure. Il peut être garde-chasse, pour garder un territoire de chasse et faire respecter la législation en vigueur au niveau de la chasse. Il peut être garde-pêche, et il peut être également garde des chemins forestiers ou garde des voiries communales. Donc la fonction de garde, aujourd'hui, elle est beaucoup plus segmentée qu'à l'époque, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le garde-chasse qui est là pour faire respecter le code rural au niveau de tout ce qui est réglementation liée
à l'activité de la chasse, sachant que le nombre de chasseurs, bien qu'il ait diminué de moitié par rapport au milieu des années 70, est quand même de l'ordre d'1 million, 1,1 million aujourd'hui, ce qui représente quand même pas mal de monde sur les zones de chasse, à contrôler, à surveiller. L'homme qui a véritablement donné naissance aux gardes-chasse au niveau de la chasse, c'est Colbert en 1669 avec l'ordonnance des eaux et forêts. Eaux et forêts, qui a donné naissance à l'Office national des eaux et forêts, terme que tout le monde connaît. Alors, contrairement aux idées reçues, le garde-chasse n'est pas un shérif. On n'a pas d'arme à la ceinture, on n'a pas de menottes à la ceinture, on n'a pas de taser à la ceinture, et on n'est pas là pour vociférer et relever les infractions avec véhémence. Ça demande essentiellement de la diplomatie, de l'écoute, beaucoup d'informations, parce que, contrairement à ce que peuvent prétendre certains, la grande majorité des infractions sont faites par méconnaissance. Donc, je dirais que pour un procès-verbal dressé, il y a au moins 9 informations délivrées. Voilà, donc on n'est pas dans la coercitivité de l'action. Par contre, quand une infraction relève d'un procès-verbal, là, il n'y a pas débat, il n'y a pas de discussion possible. Alors, le garde-chasse, c'est par exemple une atteinte à un droit de chasse, une atteinte à un droit de chasser. La différence, c'est que moi, propriétaire terrien, j'ai un droit de chasse sur mon territoire, sur mes terres. Je vais le transmettre, le donner à la CCA pour que des gens puissent avoir le droit de chasser sur ce territoire. Si je ne paye pas ma validation de permis de chasse, je suis en faute par rapport à cela. Donc ça, c'est quelque chose qui est répréhensible. Mais c'est également quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain, d'un territoire vaste, d'une zone déclarée en jachère, et qui va broyer sa jachère lors d'un arrêté préfectoral interdisant le broyage d'une jachère entre telle période et telle période pour permettre à la faune sauvage, puisque c'est l'intérêt des jachères également, d'être un peu des zones privilégiant le biotope local. Donc il y a un risque de destruction des nichés de perdreaux, de faisans ou de jeunes faons, donc des bébés chevreuils, et de les broyer avec le broyeur et le gyrobroyeur. Donc ça, c'est également une infraction au code de la chasse, puisqu'il y a destruction de gibier sauvage. Donc le garde-chasse intervient également chez monsieur et madame machin, qui, pour faire joli, déciderait en plein 1er mai de broyer ces prairies, alors qu'on est en période de niché et d'interdiction préfectorale, par exemple. Pourquoi le garde dresse procès-verbal et ne donne pas une amende? Tout simplement, c'est historique, puisqu'à l'époque où la fonction a été créée, les gardes ne savaient ni lire ni écrire, donc se rendaient dans le bureau de l'autorité de l'endroit où ils avaient relevé l'infraction, racontaient l'infraction à cette personne, qui dressait le procès-verbal d'audition du garde pour pouvoir après convoquer la personne et éventuellement la faire juger. Donc le procès-verbal rédigé est un héritage de l'illettrisme rural. Donc là, ici, nous avons deux types d'armes qui sont posées sur ce qu'on appelle un râtelier. Alors, ce meuble qui est appelé un râtelier était utilisé beaucoup du temps de nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est strictement interdit de stocker et ranger les armes sur ce type de meuble. Il est là uniquement en ornement, et là pour le besoin de la présentation des deux types d'armes classiquement utilisées à la chasse. Mais en tout état de cause, les armes doivent être rangées dans un coffre, fermées à clé, les munitions dans un autre coffre, pas dans le même, etc., et inaccessibles à qui que ce soit d'autre que le chasseur et son trousseau de clés. Alors, on va prendre la première arme. Il s'agit d'un fusil de chasse. C'est un fusil qui n'est pas un automatique, puisque les cartouches qui sont utilisées pour la chasse, la cartouche c'est cet objet, avec une amorce qui sert à mettre le feu à une poudre et à faire propulser les petites billes en plomb, en cuivre, en acier ou autre qui se trouvent à l'intérieur et qui vont donc atteindre leur objectif et tuer. Donc c'est un fusil de chasse
à cartouche, qui est un superposé puisque les deux canons sont les uns sur les autres. Ils pourraient être juxtaposés si les canons étaient les uns à côté des autres. C'est une arme qui tue, donc elle est à manipuler avec beaucoup de précautions. On vérifie toujours qu'il n'y ait pas de gens qui soient face au canon quand on le manipule, pour éviter tout risque de tir qui pourrait tuer une personne. Le côté puissance de tir sur un fusil de chasse, par rapport à l'autre arme qu'on va voir tout à l'heure, il est grosso modo de 500 à 700 mètres, selon le type de munition que l'on utilise. Donc il faut faire toujours très attention sur un tir qui serait horizontal, ce qui est une faute manifeste que de tirer à l'horizontale. On imagine qu'à 300 mètres de là, il y a la belle-mère qui soit dans son potager, l'héritage, on l'a gagné. On aura perdu la belle-mère, mais on aura gagné l'héritage. Donc ça, c'est un fusil de chasse. Il pourrait être automatique, l'extraction des munitions se faisant automatiquement, et limité à 3 cartouches dedans, pour éviter de faire des tirs de rafale quelque part. En tout cas, quand on parle d'armes automatiques, ce sont des semi-automatiques, sinon ce serait une mitraillette. Il faut réarmer, laisser le temps à la chambre de faire remonter la munition. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des automatiques, mais ce sont des semi-automatiques. Ça, c'est pour le fusil de chasse. Deuxième type d'arme. Alors le fusil, il est communément utilisé quand on chasse avec un chien, quand on va à la palombe, quand on va à la hutte, etc. C'est vraiment l'arme de chasse plus traditionnelle. La carabine que voici, ça n'est pas une arme qui fonctionne avec des cartouches, mais c'est une arme qui fonctionne avec des balles. Alors, voilà la balle du calibre concerné, c'est un 7,64. Vous voyez que ça ressemble à des munitions de guerre. Et si là, on avait un côté létal qui allait entre 500 et 700 mètres, avec ce type de munition, on peut atteindre 1,4 km, 1,5 km. Donc un tir horizontal, là, c'est pas la belle-mère qui est dans son potager, de toute façon, elle sera traversée avec ça, mais c'est les enfants qui sont dans la cour d'école plus loin, dans le village. Donc il faut faire très attention, et les règles de sécurité avec ce type d'arme sont encore plus grandes, évidemment, qu'avec un fusil traditionnel, parce que la dangerosité, elle est maximale. Celui-ci, il n'y a pas de risque puisque j'ai enlevé la culasse. La culasse étant cette partie-là qui permet de percuter la balle, donc on peut le manœuvrer en toute tranquillité. C'est une arme qui est utilisée essentiellement à l'approche, donc pour aller au sanglier ou au chevreuil, communément sur nos territoires, mais également le cerf, la biche, le chamois, le mouflon en montagne. La lunette, c'est une lunette de visée pour justement ce type de chasse. Il pourrait y avoir une lunette de battue, ce qu'on appelle, qui est un petit œilleton qui permet d'augmenter la luminosité et la précision du tir, utilisé en battue. Alors une arme comme ça en battue, il y a un côté encore plus dangereux, et il faut vraiment respecter les angles de tir, sur lesquels nous, les gardes-chasse, on est très vigilants pendant les contrôles, parce que le voisin de gauche ou le voisin de droite peuvent être blessés ou tués avec ce type d'arme, malheureusement trop facilement. Mais dans la panoplie des accidents, ce n'est pas ceux-là qui sont à déplorer, ils sont extrêmement rares avec ce type d'arme, parce que les possesseurs de ces armes-là ont conscience de la dangerosité. La grande proportion des accidents et entraînant la mort d'un autre chasseur, c'est des accidents de grave inattention et de manquement au respect des règles de sécurité. Mais une arme est de toute façon potentiellement dangereuse, quelque utilisation on en fasse. Donc voilà, je la remets provisoirement dans ce râtelier avant qu'elle ne regagne son coffre. Que puis-je vous dire d'autre sur l'activité de garde particulier? S'il y a des personnes qui se sentent la vocation de devenir garde, il faut savoir qu'au niveau des gardes-chasse, dans la très très grande majorité des cas, c'est une activité qui est bénévole. Il peut bien sûr être rémunéré dans des chasses dites privées, commerciales, mais globalement sur les chasses communales, les chasses associatives ou ACCA, l'activité est totalement bénévole. La formation qui est faite par la police de l'environnement, puisque nous sommes des adjoints judiciaires au procureur de la République, et on dépend directement de lui, même si on est missionné par
une ACCA, là en l'occurrence sur le département de la Gironde c'est le cas. Notre hiérarchie, c'est le procureur de la République, puisqu'on dresse procès-verbal au procureur de la République et c'est lui qui va instruire après, a posteriori, ce que l'on aura notifié sur le PV. Donc c'est une activité bénévole, la formation est payante et c'est le garde qui se la paye. Le matériel n'est pas fourni, il est acheté également par le garde, donc c'est une activité plus que bénévole. Les chasseurs, et en particulier dans des territoires comme celui-ci, là dans le sud Gironde, sont des gens de grande valeur traditionnelle. Parce que la chasse est ancrée dans l'ADN des autochtones, des gens qui habitent ici également. C'est une culture qu'il faut respecter, c'est une tradition qui a énormément d'intérêt et d'avantages. C'est une fraternité, c'est une convivialité, c'est une générosité également, c'est un art culinaire, c'est une connaissance magnifique du biotope et des territoires. Donc c'est très important de maintenir cette connaissance et ces pratiques humaines. Je dirais que sur des territoires de chasse comme ici, il n'a été nullement besoin d'inventer cette hypocrisie de repas entre voisins, puisque les gens se connaissent, s'apprécient, chassent ensemble, se fréquentent ensemble, à cause justement de ce trait d'union que tout le monde a, qui est cette culture de la chasse. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et de très important. Je dirais presque qu'il faudrait le redévelopper en milieu périurbain et urbain.